La baignoire. Ce matin-là, comme tous les autres matins, le monsieur entra dans sa salle de bain, ôta son pyjama et s'installa nu dans sa baignoire vide. Ce geste lui était familier depuis bientôt 80 ans. C'était une salle de bain ordinaire, pourvue de tous les attributs qui font qu'une salle de bain est une salle de bain, mais ce qui faisait sa particularité était qu'elle ne contenait aucun évier, aucun robinet, aucun bidet, aucune douche, aucun gel douche, aucun miroir, aucune brosse à dents, aucune brosse à cheveux, aucune lotion capillaire, aucun savon et même aucune baignoire. Celle dans laquelle le monsieur s'installait tous les matins était fausse. De ces fausses baignoires que l'on trouvait encore parfois, vers l'avant-guerre, les mardis après-midi de pleine lune, lorsque les derniers corbeaux du pays hurlaient aux loups sans appel à l'entrée des forêts. Il y demeura immobile pendant une bonne demi-heure, au bout de laquelle un deuxième monsieur, exactement du même âge, entra à son tour dans la salle de bain, vêtu d'un complet veston et portant une mallette vide sous le bras. « Bonjour, dit le deuxième monsieur. Excusez-moi si je n'ai pas frappé. Vous me reconnaissez ?»« Non, répondit le premier monsieur. Il mentait. Le premier monsieur avait parfaitement reconnu le deuxième, même après plus de 70 années. « Je suis votre professeur de mathématiques du secondaire, dit le second monsieur. C'est moi qui vous ai appris le calcul vectoriel, le calcul matriciel, les équations et les fonctions du premier degré, du deuxième degré, les paraboles, les hyperboles, les intégrales et même la trigonométrie. Vous vous souvenez maintenant ? Non, pas du tout, répondit le premier monsieur. Il mentait délibérément, car il n'avait aucune envie de revoir son professeur et de parler avec lui de mathématiques ou d'un quelconque autre sujet. Moi, je me souviens très bien, dit le second monsieur. Vous n'étiez pas un très bon élève, surtout à mon cours. C'est vrai, admit le premier monsieur. Je n'ai jamais rien compris au calcul vectoriel, au calcul matriciel, pas plus qu'aux équations et aux fonctions du premier degré, du deuxième degré, aux paraboles, aux hyperboles, aux intégrales, ni même à la trigonométrie. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de retard à rattraper, dit le deuxième monsieur. C'est le but de ma visite. Je suis venu vous donner quelques cours de rattrapage. Oh non, gémit le premier monsieur, tout mais pas ça. À cet instant précis, il aurait fait n'importe quoi pour échapper à son ancien professeur, et c'est ce qu'il fit. Il sortit de la baignoire, aussi vite que son âge le permettait, et sans même passer un sous-vêtement, il quitta la salle de bain, plantant là le second monsieur. La particularité de cette salle de bain était qu'elle donnait directement sur la rue. Il ne fallait passer par aucun hall ou aucune porte d'entrée. C'était très inconfortable pendant l'hiver. La rue du premier monsieur était autrefois une grande artère commerciale, aujourd'hui sur le déclin. Quelques traces de passé glorieux y subsistaient encore. Sur la partie gauche de la chaussée, de vagues magasins Cora, Auchan, Super U, un peu ramollis par l'âge mais dignes encore dans leur tenue vestimentaire, le saluèrent au passage. Le monsieur, toujours très poli, même avec de mous supermarchés, leur rendit son salut. Il fit même une brève causette avec un Aldi, octogénaire comme lui, qu'il n'avait plus vu depuis longtemps. L'Aldi, impeccablement vêtu de son costume du dimanche et portant canne à pommeau d'or, s'étonna de voir le monsieur tout nu en pleine rue, lui qui d'ordinaire était si soigné de sa personne. Le monsieur lui expliqua qu'il avait dû quitter précipitamment sa salle de bain à cause d'un professeur de mathématiques venu l'embêter. L'Aldi reconnut que c'était un cas de force majeure. Peu après, le monsieur, qui s'appelait Ernest, et que nous nommerons désormais de la sorte pour les facilités du récit, Ernest donc décida de quitter la chaussée principale et d'entrer dans le parking d'un Super U, presque entièrement désert de voitures, et dont les caddies métalliques avaient fondu il y a 100 ans, lors de la dernière canicule. Hors d'usage, elle traînait toujours, mollasse, au milieu du parking, en petits tas de 6, et aucun des 30 gérants U successifs de ces 100 dernières années n'avait eu le courage de les remplacer. Ernest contempla un instant le spectacle navrant de ces caddies végétatives, enchevêtrées les unes dans les autres, et incapables du moindre mouvement.
Il se demanda si elle devait souffrir. En déduisit rapidement que non, le métal ne souffre pas. Il fit encore quelques pas et se retrouva face à la cathédrale Notre-Dame de Paris qui siégeait noblement au milieu du parking. On l'avait installée là en attendant la fin des travaux sur l'île de la Cité. M. Neo Haussmann, responsable du projet de rénovation et chef protocolaire de l'urbanisme du XVIe Empire, avait jugé plus prudent de mettre à l'écart ce joyau du Moyen-Âge afin qu'il ne coure aucun risque. Les chutes de pierre provoquées par les marteaux-piqueurs étant fréquentes et dangereuses pour les vitraux millénaires. On avait dû réduire un peu le modèle de l'édifice pour qu'il puisse tenir dans cet espace exigu. Mais à part quelques problèmes d'assurance, tout s'était bien passé. Ernest s'aperçut qu'il n'était jamais entré dans la cathédrale. Il y avait pourtant plus de 20 ans que les travaux duraient à l'île de la Cité et que Notre-Dame était là, à portée de sa main. Il décida de la visiter afin d'être sûr de pouvoir le faire au moins une fois avant de mourir. Ils avaient retiré les bénitiers, sans doute eux aussi en réparation, à moins que les autorités religieuses n'aient jugé leur présence obsolète, vu les crises croissantes de foi que traversait le pays. Ernest ne sut se signer. Il n'avait pas de vocation catholique particulière, mais, homme adapté de nature, il tenait à respecter les usages ancestraux qu'il pensait avoir appris dans son enfance. Dès l'entrée, son attention fut attirée par de puissants hurlements. Il chercha du regard la cause d'un tel niveau sonore, décuplé par l'acoustique propice du bâtiment, et ne tarda pas à la trouver. Pas très loin de lui, un homme, ressemblant étrangement à Jésus-Christ, vêtu exactement comme lui sur la croix, beuglait au registre d'un ténor une phrase, toujours la même. « Je hurle sans appel avec les corbeaux à l'entrée des forêts. Je hurle sans appel avec les corbeaux à l'entrée des forêts. » Une foule importante de touristes passait à côté de lui, mais personne ne semblait y prêter attention. Ernest pensa un instant qu'il s'agissait de Jésus en personne, l'occasion ou jamais de lui demander un autographe, mais comprit très vite que c'était une bonne imitation. Le sommet de son crâne était en plâtre, et tout le monde sait qu'un vrai Jésus est construit en bois de chêne véritable, parfois mélangé d'un alliage de pain et de sang. Le faux Jésus, voyant qu'Ernest le dévisageait, s'approcha et lui dit « Je hurle sans appel avec les corbeaux à l'entrée des forêts. » « J'avais bien compris, répondit Ernest. Mais pourquoi ? Parce que la fille que j'aime est partie avec un autre. Ce sont les choses de la vie, dit Ernest. J'ai fait tout mon possible pour la retenir. Je lui ai même offert un pot de confiture de figues. Mais j'ignorais que le figuier d'où elle provenait était un figuier électronique. Il donnait des figues en plastique. Elle a compris la supercherie et elle est partie avec un autre. Et depuis, je hurle sans appel avec les corbeaux à l'entrée des forêts. Peut-être serait-elle partie tout de même si les figues avaient été véritables, fit remarquer Ernest. Vous savez, aujourd'hui, tous les figuiers sont branchés sur le secteur, au prix où sont les piles. Il faut vivre avec son temps. Mais déjà, le faux Jésus n'écoutait plus. Il s'éloignait dans les profondeurs de Notre-Dame de Paris et peu à peu se remit à hurler et à pleurer. Assourdi par ce vacarme, Ernest se boucha les oreilles et ne tarda pas à quitter le lieu saint. D'autant qu'il avait reconnu son professeur de mathématiques au milieu d'un groupe de touristes faisant une visite guidée de la cathédrale. Par chance, celui-ci ne le vit pas, mais tout de même, comment avait-il fait pour être là avant lui ? Ernest pouvait maintenant rentrer chez lui, tout danger mathématique étant écarté. Il quitta le parking et se retrouva sur la chaussée principale. Il était presque arrivé à sa maison quand il vit 2 Colruyt plantés au milieu de la route et barrant complètement le passage. Contrairement au Cora, Super-U et Aldi vieillissant et peu offensif, Ernest comprit qu'il ne fallait pas rigoler. Les 2 Colruyt étaient costauds, en pleine force de l'âge, avec des caddies en parfait état sur un parking bourré de voitures. « Excusez-moi, messieurs les Colruyt, dit poliment Ernest. Pourriez-vous me laisser passer ? Je voudrais rentrer chez moi. »« Vous n'avez qu'à attendre l'heure de la fermeture, » répondit le premier Colruyt. « Nous n'allons pas mettre les clients à la porte pour vous. »
Mais c'est que je commence à avoir froid, dit Ernest. Je suis parti sans m'habiller ce matin et je risque la bronchite. Ce n'est pas notre problème, dit le second Colruyt. Attendez 21 heures. Il était impossible pour un vieillard aussi nu qu'Ernest d'attendre 21 heures. Il fallait trouver une solution. Dans une jarre, posée à côté d'un réverbère, il avisa une carabine, traînant entre deux parapluies oubliés et une canne blanche de malvoyant. Il s'en saisit, vérifia qu'elle était chargée et tira d'abord un coup en l'air. Effarouché, le premier Colruyt, qui était beaucoup plus lâche qu'on ne l'aurait cru, prit la fuite en poussant de petits cris haut perchés. Visiblement, ce Colruyt était contre-ténor. Le second ne se laissa pas impressionner. Il se décala vers la gauche pour empêcher le passage à Ernest, qui essaya de filer par la droite, mais le rusé supermarché fut plus prompt que lui. On aurait dit un match de football au moment des pénaltys. Rapidement lassé par ce petit jeu, Ernest rechargea sa carabine, visa le Colruyt à hauteur des yeux, c'est-à-dire à hauteur de l'enseigne du magasin, et tira. Dans le mille, la façade principale vola en éclats. L'artère capitaliste était rompue. Aussitôt, des flots entiers de salades de thon piquant, thon mayonnaise ou provençal, de poulet curry, de poulet andalou, bientôt mêlés de côtelettes de veau, saucissons de jambon, de filet américain, de chipolata de campagne, charriés par un fleuve ruisselant de Lipton Ice Tea, Coca-Cola, Schweppes agrumes et Carapils, déboulèrent du magasin, dévalèrent sur le parking, puis sur la chaussée, entraînant avec eux les caddies, les voitures et les réverbères. L'intensité du débit allait croissante en fonction des nouveaux produits entraînés par le courant. Biscuits apéritifs, cubiténaires de vin rosé éventré, margarine, fromage de chèvre, camembert, concombre, salade mixte, pommes de terre charlotte, maxi lingette 16 pièces, gobelet blanc, couvert en plastique, poussette pour bébé, nappe en papier détrempée. Ernest eut juste le temps de se mettre à l'abri du déluge qui avait maintenant envahi toute la chaussée et les supermarchés environnants. La porte de la cathédrale Notre-Dame de Paris menaçait à tout moment de céder sous les coups de boutoir des marchandises Colruyt. Juché au sommet d'un terri, non exposé au séisme, le faux Jésus-Christ, une couronne de feuilles de figuier autour de la tête, contemplait ce spectacle d'apocalypse, en levant les bras au ciel et gueulant de sa voix de stentor. « Je hurle sans appel avec les corbeaux à l'entrée des forêts! Je hurle sans appel avec les corbeaux à l'entrée des forêts !» C'était à la fois tragique et splendide à voir. Tapis derrière le magasin, le mur de la partie sud n'avait pas été touché, Ernest attendit que le débit se calme, puis s'empara d'un petit ravier en plastique vide, s'approcha prudemment du courant et remplit un ravier de salade de thon piquant pour sa tartine du soir. Ce n'était guère ragoûtant car le thon s'était quelque peu mélangé à la boue et aux débris de rats morts coincés dans les canalisations explosées. Mais bon, il n'aurait pas besoin de faire les courses du souper. Puis, il se remit en route, en direction de sa maison. À l'arrière du Colruyt déchu, la chaussée était intacte, ainsi que les habitations avoisinantes. Chemin faisant, il se demandait si son professeur de mathématiques avait survécu au déluge. Il ne faisait aucun doute que cet accident avait dû laisser de nombreuses victimes. Au seuil de sa maison, Ernest réalisa qu'il n'avait pas envie d'y entrer, qu'il préférait passer le reste de la journée et la nuit à la Belle Étoile, malgré le froid peu clément pour ses vieux os. Il dépassa sa demeure et continua son chemin, réalisant qu'il n'avait jamais mis les pieds sur la partie droite de la chaussée. C'était pour lui une découverte totale, et pourtant, il habitait le quartier depuis son enfance. Il fut émerveillé par toutes les découvertes qu'il fit en cette fin d'après-midi. Un petit parc avec des arbres, des pelouses bien entretenues et un gardien à moustache, une boulangerie, une boucherie et une épicerie de quartier. Dans le parc, après en avoir fait brièvement la visite, il se choisit une place un peu à l'écart, sous un arbre, se coucha en boule et ne bougea plus jusqu'au lendemain matin très tôt. Il ne dormit presque pas, seulement 2 ou 3 heures, vers le petit matin. À son réveil, au jour naissant, il eut la grande surprise de constater qu'il était habillé d'un complet veston et qu'il tenait une mallette vide à la main droite.
Un peu engourdi et mal à l'aise dans ce costume qu'il ne connaissait pas, il se leva, fit quelques pas sur la pelouse encore mouillée de rosée, et se sentit tout à coup plus intelligent. Il réalisa qu'il comprenait enfin quelque chose au calcul vectoriel, au calcul matriciel, aux équations et aux fonctions du premier degré, du deuxième degré, aux paraboles, aux hyperboles, aux intégrales et même à la trigonométrie. Bref, il se sentit totalement apte à donner des cours de mathématiques. Il n'y avait plus un instant à perdre s'il voulait encore enseigner à son âge. Ernest quitta le parc au pas de course, revint vers sa maison et entra sans frapper dans la salle de bain dont la porte donnait, rappelez-vous, sur la rue. Un monsieur, entièrement nu, exactement de son âge, était assis dans la fausse baignoire et s'y tenait immobile. « Bonjour, dit Ernest. Excusez-moi si je n'ai pas frappé. Vous me reconnaissez ?»« Non, répondit le monsieur. Le monsieur, qui s'appelait Ernest comme lui, mentait. Ernest avait parfaitement reconnu Ernest, même après plus de 70 années. « Je suis votre professeur de mathématiques du secondaire, dit Ernest. C'est moi qui vous ai appris le calcul vectoriel, le calcul matriciel, les équations et les fonctions du premier degré, du deuxième degré, les paraboles, les hyperboles, les intégrales et même la trigonométrie. Vous vous souvenez maintenant ? Non, pas du tout, répondit Ernest. Ernest mentait délibérément, car il n'avait aucune envie de revoir Ernest et de parler avec lui de mathématiques ou d'un quelconque autre sujet. Moi, je me souviens très bien, dit Ernest. Vous n'étiez pas un très bon élève, surtout à mon cours. C'est pourquoi nous avons beaucoup de retard à rattraper. Je suis venu vous donner quelques cours de rattrapage. Oh non, gémit Ernest, ça ne va pas recommencer. Fin.